Mon cerveau avait résolu le problème. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un me sauve. Et à ce moment-là, vraiment un champ de conscience s'est ouvert pour moi. On peut progresser par le relâchement et non pas par la volonté. Tu pourrais, je suis sûr, en parler dans la voie chamanique, c'est-à-dire que c'est ça qui nous relie. En fait, c'est le lien à l'autre, mais le lien, comme on n'est pas séparé de la nature, c'est le lien à la nature. Bonjour à tous. Gérard et moi, c'est une histoire, on va dire, une histoire ancienne. Nous sommes je ne vais pas dire de vieux amis, mais enfin quand même, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Alors c'est une amitié qui a démarré, on va dire, en fin d'adolescence, hein, ce qui fait quand même déjà un petit peu plus d'une cinquantaine d'années. Et ce qui nous a rejoints, réunis, hein, et quand je dis qu'on s'est rencontrés, moi j'ai même envie de dire on s'est en quelque sorte un peu retrouvés, parce que je trouve qu'il y a une vraie complicité entre nous. Et en fait, ce qui nous a réunis, bah, c'est une soif d'apprendre, une soif d'expérimenter la vie. On pourrait dire en quelque sorte une recherche spirituelle, mais dans notre jeunesse, en fait, c'était pas vraiment formulé comme ça. Et, euh, et nous avons entrepris d'expérimenter des voies différentes qui nous ont amenés effectivement à des expériences. Et bah, nous allons partager, Gérard et moi, en fait, c'est un petit peu une vision évidemment qui reste personnelle de la vie, mais qui va peut-être faire écho aussi avec certains d'entre vous. Et peut-être trouver une source d'inspiration et peut-être des pistes aussi pour cette soif qui nous a animés, cette, on va dire, connaissance de soi, hein, même si c'était pas formulé comme ça. Alors, je te propose, Gérard, qu'on commence par l'origine, en fait. Et bah, Ok. tu démarres? Merci, merci Laurent de nous rappeler, de me rappeler en fait l'origine de la rencontre, quand et comment nous sommes rencontrés. Euh, Quand ça a commencé? Alors, c'est assez difficile pour moi de dire précisément quand ça a commencé, dans la mesure où très, très petit, très enfant, j'avais déjà ce que j'appellerais aujourd'hui, avec mon expérience et mon langage d'adulte, des expériences, je dirais, naturelles, spontanées, d'ouverture de conscience et de montée d'énergie. Je vais le dire comme ça. Alors évidemment, quand on a 4 ans, par exemple, ou 4 ans et demi, c'est pas évident de pouvoir avoir le recul suffisant, la compréhension, etc. Mais l'expérience directe, elle, par contre, elle est là, elle est, je dirais, profondément marquée, imprimée dans ma mémoire, je vais presque même dire dans ma physiologie, dans mon corps. Euh, J'utilise des mots comme anatomie, physiologie, etc. parce que mon métier aujourd'hui, c'est l'ostéopathie. Donc j'ai une certaine connaissance, je dirais, de comment l'être humain fonctionne. Et je vois, moi, personnellement, une sorte de continuité, de lien entre ce que j'évoque là de ma petite enfance et ce que je vis aujourd'hui. Donc, imaginons un enfant de 4 ans et demi, 4 ans et demi, qui est euh, la majorité de la journée dans la nature, à l'extérieur. Moi, j'ai eu ce bonheur et cette chance de vivre à la campagne avec comme compagnon, je dirais, les arbres, la forêt, les ruisseaux, les fossés, les petits poissons dans les étangs, dans la rivière, etc. Et je garde de cette période une sorte d'éblouissement qui me nourrit encore,
non pas parce que j'étais fasciné par ce que je vivais, mais parce qu'il y avait une vraie intensité d'expérience du présent. Euh, je prendrai un exemple. S- Rencontrer un animal sauvage à 4 ans et demi dans la nature, sans surprise, et avoir ce sentiment que cette rencontre débouche sur un vrai enseignement. C'est-à-dire, c'est comme si je recevais, en fait, je vais le dire dans un langage chamanique, de l'esprit de l'animal, euh, une connaissance, un insight, comme si cette rencontre venait réveiller quelque chose à l'intérieur de moi profondément. Un petit peu plus tard dans ma vie, je dirais vers 8 ans, 8 9 ans, là, à nouveau, j'ai eu des expériences très intéressantes de développement naturel, je dirais, de mon énergie, parce que pour moi, l'énergie et la conscience marchent ensemble. Dans le chamanisme, ce sont les deux pieds, si j'ose dire, sur lesquels on peut avancer, hein, développer sa conscience, développer son énergie. Et à cette époque, il se trouve que dans ma famille, c'est une famille très nombreuse, euh, les, je me souviens plus du nombre exact, mais j'ai plusieurs tantes et oncles, un grand nombre, beaucoup plus jeunes que moi. Et donc quand j'avais 8 ans, il se trouvait que j'avais des oncles et des tantes bébés et que je pouvais prendre sur mes genoux. Et certains, dont un, je me souviens, était souvent malade, il faisait des crises d'asthme. Et le simple fait que je le prenne sur mes genoux, ce gamin s'endormait. Et du coup, on me le refilait tout le temps parce qu'il faisait plus de crise d'asthme quand je le prenais sur mes genoux. Alors, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire forcément que j'avais à cette époque déjà des dons, entre guillemets, de guérison, mais qui s'émanaient de moi, du fait que j'étais souvent en contact avec la nature, une cohérence, une harmonie suffisante, naturelle, pas calculée, pas fabriquée, qui avait un impact en fait sur l'état de cet enfant. Un peu plus tard, 2 ans après, j'ai vécu aussi une expérience très significative pour moi, qui a été certainement un tournant très important, où, aimant beaucoup la rivière, aimant beaucoup les bords de la Saône, pour être très précis, j'ai eu la malencontreuse idée de m'avancer un peu à un endroit où j'avais pas pied et je me suis tout simplement noyé. Alors je sais que c'est très à la mode de parler des expériences proches de la mort, etc. Et moi, j'aurais pas cette prétention-là. Ce dont je me souviens très clairement, c'est que ce temps particulier d'immersion avait aucune chance. Mon cerveau avait résolu le problème. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un me sauve. Il n'y avait pas une personne qui était là au bord pour me dire, bon, bah, je vais le sortir de l'eau. Euh, donc, dans cet instant où j'ai vécu cette expérience, j'ai accepté que c'était la fin. Et à ce moment-là, vraiment un champ de conscience s'est ouvert pour moi, empreint de silence, de douceur, j'allais dire presque de voix, mais pas de voix chantée, de voix euh, murmurante, comme une prière, comme quelque chose qui s'ouvre. Et j'avais les yeux qui étaient complètement ouverts sous l'eau, et je voyais donc les algues passer devant mes yeux. Je voyais presque l'onde bouger, etc. C'était quand même très, très particulier. Ça a duré un certain temps. Bon, c'est vrai que ce type d'expérience, c'est toujours difficile de les mesurer, de dire combien. J'avais pas de montre à ce moment-là, j'avais pas de montre de plongée pour vérifier combien de temps je suis resté sous l'eau. Mais en tout cas, j'ai un souvenir très accru, très présent de cette expérience-là, qui était pour moi une sorte de référence par la suite. Alors, bien évidemment, vous avez compris que si je suis là pour en parler, c'est que quand même un bras secourable est venu me sortir de là et que j'avais presque, au moment où je suis sorti de l'eau, le regret, la perte, le sentiment de perte d'une expérience. C'est-à-dire, je revenais dans le monde, je dirais, ordinaire, comme coupé de cette expérience. Et aujourd'hui, j'ai un peu ce sentiment que probablement,
un peu comme un fil vert ou un fil de conscience qui traverserait en fait tous ces moments de la petite enfance jusqu'à cette période-là. C'est un peu comme si toutes ces expériences, comment dirais-je, donnaient du sens. Tu me demandais tout à l'heure comment ça avait commencé, quand ça a commencé. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des temps où, à l'évidence, ça a eu lieu. Mais c'est très difficile de dire quand ça a commencé, vraiment. Euh, Puis, j'en terminerai avec ça. Euh, pour moi, toute cette phase d'origine, elle s'est déroulée à peu près jusqu'à mes 17 ans. À 12 ans, j'ai eu des expériences spontanées, donc d'ouverture de conscience, qui n'avaient pas lieu que dans la nature, mais qui aussi avaient lieu dans des lieux, je dirais, spirituels, comme les temples ou les églises, etc. Ou dans des endroits de forêt, où les arbres pouvaient, pour moi, être comme des colonnes de cathédrale, quoi. J'avais vraiment cette relation de cœur avec la nature qui était très, très vive, très puissante. Et donc, à 17 ans, j'ai eu je dirais, ma première vraie initiation humaine dans la phase on va dire de 0 à 17, c'est plus initiation par la voie de la nature, par le contact avec ce que j'appellerais la beauté suprême, la puissance suprême, le- ce qui est plus grand que nous, plus grand que moi en tout cas. Et à 17 ans, j'étais un peu pas perturbé, mais je me questionnais beaucoup sur toutes ces phases. Je n'arrivais pas forcément à leur donner ni du sens, ni à mettre un contexte, et encore moins à avoir un recul suffisant. Donc j'étais un peu le nez dans le guidon, si j'ose dire, par rapport à tout ça. Et j'avais du mal aussi à trouver des interlocuteurs à qui en parler, simplement pour pouvoir raconter en confiance ce qui se passait pour moi. Et aussi, peut-être, inconsciemment, je ressentais un désir de clarification. J'avais besoin que quelqu'un m'explique, que quelqu'un de crédible, que quelqu'un euh, qui ait une compréhension, je dirais, suffisante de ces mécanismes, puisse me dire, bah, voilà ce qui se passe pour toi, t'inquiète pas, continue, c'est un chemin, etc. Et par chance, à 17 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a initié donc à la méditation. Et je dirais à la suite de ces quelques jours d'apprentissage, tout un tas de souvenirs du passé, de la toute petite enfance, de cette période de 4 ans, de 12 ans, de 16 ans, 17 ans, sont revenus et se sont emboîtés un peu les unes les autres. C'est comme si, en fait, euh, d'un seul coup, le, le puzzle, en fait, qui était constitué de ces expériences qui étaient toutes séparées les unes des autres, pouvait s'assembler, prenait du sens. Et à ce moment-là, vraiment, pour moi, la quête, si j'ose dire, a vraiment démarré. Voilà. Moi, j'aimerais bien aussi entendre ton parcours, Laurent, si tu veux le partager avec nous. Alors, mais avec grand plaisir. Alors, je commence vraiment en fait à comprendre pourquoi on a tant d'affinités l'un avec l'autre, et tu vas rigoler un petit peu, je pense. Alors, bien, moi j'ai aussi bien du mal à, en fait, à me projeter dans le temps, et à dire quand tout a commencé. Alors, évidemment, on peut, dans cette incarnation, trouver des repères temporels. Et je sais que, enfin, c'était pas vraiment très perceptible dans la toute petite enfance, dans ces âges de 3, 4, 5 ans. Mais vers 5 ans, il s'est passé quelque chose qui était pour moi essentiel. En fait, c'est tout bonnement à l'école. Un gamin me pousse et en fait, je fais un roulé-boulé dans l'escalier, je tombe. Et de cette chute, qui n'était pas une immersion dans la rivière, mais tu vas voir une autre forme d'immersion, là, en fait, j'ai crevé l'écran. Et en fait, le voile, je pourrais dire, pas d'ignorance, mais un voile d'oubli, en fait, s'est effacé.
et j'ai revécu, mais très, très clairement, en fait, ma dernière mort. Et là, il y a eu tout un champ d'expérience, ce qu'on appelle vraiment une plongée dans le domaine psychique, c'est-à-dire que tu es plus réveillé que réveillé et je sais en même temps ce qui se passe. Mmh. Mmh. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est que ça a été comme un détonateur, c'est-à-dire que là, il y a eu, tout un champ d'expérience qui s'est, placé, de manière totalement spontanée. Je sortais facilement de mon corps, je me souviens très bien même des fois être, le soir m'endormir et puis tout d'un coup me regarder en train de dormir, être à côté et me dire: «Mais c'est quand même bizarre». Parce que je suis très présent, je suis là, je suis réveillé, mais en fait, je vois en même temps mon corps. Alors bon, j'ai eu aussi une période avec beaucoup de visions, et j'ai compris bien plus tard que, en fait, c'était des visions à l'intérieur des ce qu'on appelle les chakras avec des tas de formes géométriques qui étaient dans lesquelles je rentrais à toute vitesse dedans, enfin bon et c'était assez, je dirais assez spectaculaire, mais en même temps pour moi, vécu en toute innocence. À tel point même que tu te dis, bah, tous les adultes doivent vivre le même, enfin, tous les gens extérieurs vivent la même chose. Alors j'ai commencé évidemment à en parler un peu à mes parents et là, je dois dire quand même que j'ai eu des parents vraiment très chouettes qui ont conclu que le gamin, il avait beaucoup d'imagination et qu'en fait, j'étais un grand rêveur, enfin voilà, que je m'imaginais des choses et du coup, ça en est resté là et bien bien ils ont été bien inspirés de ne pas m'envoyer en consultation psychiatrique parce que je pense que j'aurais eu quand même peut-être, pas mal de problèmes. Et voilà et en fait, pendant cette période, je dirais pendant 2 3 ans, j'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses et la confrontation aussi au monde, extérieur, au monde des adultes, me dit: «Mais non, effectivement, j'ai l'impression quand même que tout le monde ne vit pas les mêmes choses que moi» et donc peut-être par un réflexe un peu naturel, de préservation, j'ai commencé à être assez discret et de pas parler en fait des expériences que je vivais. Et alors il s'est passé une chose assez étonnante, c'est qu'à l'âge de 14 ans, j'ai une amie du collège, on se retrouvait alors je crois qu'à l'époque c'était encore les jeudis après-midi, hein, on se retrouve, on discute entre copains et en fait, je découvre dans la bibliothèque des parents de cette, collégienne, la tradition tibétaine et je prends un livre comme ça, je me sens assez inspiré, je commence à ouvrir et puis là, je me dis: «Mais ça, je connais, ça, j'ai expérimenté». Enfin, c'est comme si tout d'un coup, si tu veux, enfin, je pouvais trouver un retour qui me permettait de me dire: «Bah, tu es peut-être pas complètement anormal». Mmh. Parce que quand tu comprends pas les expériences, tu peux aussi, commencer à te placer dans une espèce de système un peu, de d'anormalité, mmh, puisque la norme, apparemment, elle est, différente. Et donc là, ça a été vraiment pour moi un détonateur. C'est-à-dire que j'ai commencé à emprunter discrètement les livres, des parents de cette amie et puis, voilà, ça a été vraiment pour moi un moment clé. Mmh et de 15 ans, je dirais jusqu'à 17 ans, alors tu vois, c'est pour ça que je souriais un petit peu en t'écoutant tout à l'heure parce que de 15 à 17, bon, là, j'ai expérimenté alors à travers les livres, mais totalement freestyle. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait plein, plein de choses, enfin et à 17 ans, je me suis dit: «Bon, il faut peut-être quand même que tu sois un peu sérieux et que tu, ailles voir à l'extérieur des gens qui effectivement, ont ce genre d'expérience aussi». Et là, j'ai la vie évidemment quand, le questionnement se précise et que la demande, elle est forte, eh bien, les infos arrivent et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la méditation et j'ai effectivement démarré de façon plus officielle, plus formelle. J'ai été initié à des techniques de méditation à l'âge de 17 ans et je dirais que là, de
de toute cette expérimentation depuis la tendre enfance jusqu'à cet âge de 17 ans, ça a été en fait le terreau, un terreau d'expérimentation un peu tous azimuts, mais je souhaitais en fait lui donner vraiment une incarnation et, euh, et comprendre aussi, parce que bon, alors également je suis dans le milieu médical, hein, parce qu'à 17 ans, bah, j'étais en terminale. Donc, je suis parti, j'ai suivi un cursus dans la voie médicale. Bon, ma profession la plus officielle, on va dire, c'est chirurgien dentiste. Donc, je suis aujourd'hui à la retraite. Mais j'ai très vite vu, pour faire juste un petit aparté sur ça, je me suis vite aperçu que dans notre système médical, en fait, on oubliait un peu le patient. Et pour moi, l'humain, il est au centre. Et donc, je me suis très vite formé à la médecine chinoise que j'ai bon, notamment l'acupuncture, mais ce lien aussi à l'énergétique, à l'énergie, et considérant également la méditation comme une forme de médecine pour moi. Et donc, ça a été, voilà, j'ai développé cette approche en fait de l'humain, du médical, de la méditation, au travers de différents enseignements. Mais bon, toi comme moi, je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir, de faire de parler d'anecdotes qui nous sommes arrivées pour illustrer tel ou tel point dans nos parcours. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'origine, euh, on pourrait bah, peut-être aussi parler, donc je pense que tout le monde a compris qui était le chaman et qui était le yogi, et peut-être quelle est ta vision en fait du chamanisme aujourd'hui? Alors, première chose, déjà, ma vision du chamanisme n'est pas rigide. C'est-à-dire qu'elle a évolué et je pense qu'elle va continuer encore à évoluer et à se transformer. Euh, Pourquoi je dis ça? Simplement parce que si on se réfère aux origines du chamanisme, traditionnellement, le chamanisme s'est créé et largement inspiré de l'animisme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'animisme? L'animisme, c'est l'idée, le principe que euh, toute forme de vie est animée, que le souffle, si j'ose dire, est présent dans chaque forme de vie. Alors, bien sûr, la vision du chamanisme est très colorée en fait en fonction de la culture et en fonction de de l'origine géographique. Ouais, à l'évidence, le chamanisme, par exemple, de Sibérie, n'aura rien à voir, a priori, avec le chamanisme africain ou le chamanisme vu, par exemple, dans les pays scandinaves, les pays lapons, etc. Parce que les conditions euh, géographiques, les conditions de climat vont générer en fait des natures en fait différentes et que la manière en fait d'aborder le contact avec la nature dans un contexte particulier va être différente d'une manière ou d'une autre. Donc ce préambule étant posé, moi je vis en France, je vis donc dans un pays, je dirais, développé, où j'ai pas de difficulté pour habiter, pour me nourrir, pour me chauffer, où j'ai l'eau courante, où ma relation à la nature est culturellement plutôt comme une promenade. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de vraie relation à la nature dans notre culture. Euh, on va faire des randonnées, on va se promener dans la nature, hein, ce qui présuppose qu'on est séparé de la nature. Alors j'en viens à ma définition à moi de ce que c'est que le chamanisme. Pour moi, c'est une façon déjà d'entrer en relation avec la nature, d'être dans un processus de réintégration, je dirais, de ma place dans la nature, hein, de ne pas me sentir extérieur à la nature. Ça veut dire que pour pouvoir sentir à nouveau la nature, comme faisant partie intégrante de moi, et vice-versa, il faut que je puisse me synchroniser avec la nature. Alors synchroniser, ça veut dire déjà apprendre à ralentir. Le rythme de la nature, par exemple,
si on s'isole un petit peu dans un coin de forêt, simplement on se trouve un endroit, une vieille souche sur laquelle s'asseoir, et juste fermer les yeux pendant quelques secondes pour sentir le silence autour. Progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une sorte de, et j'ai bien conscience du mot que je vais utiliser, de contamination. La nature va nous contaminer son silence. Et tout ce bruit à l'intérieur qu'on a, ces différents personnages, ces différents systèmes de pensée qui s'entrechoquent, toute cette espèce de désordre intérieur, souvent, que j'ai pu expérimenter, s'est trouvé comme ralenti, comme réharmonisé, simplement par le fait d'être dans la nature, dans le silence de la nature, dans le rythme du mouvement des arbres, dans le flot d'un petit ruisseau qui est là. Et si on laisse nos sens, le chamanisme, c'est une expérience sensorielle et une expérience aussi au-delà des sens. Si on laisse nos sens nous guider, on arrive à un moment où effectivement, ce que j'appellerais la transe, c'est-à-dire ce qui est au-delà de l'état de conscience présent, peut se manifester. Et pour moi, il y a quatre obstacles principaux à cette expérience-là, auxquels le chamanisme apporte des réponses. Le premier obstacle que j'ai rencontré et qu'on rencontre tous quand on s'approche de ces états-là, c'est la peur. La première, quand on est, par exemple, dans la nature face à un magnifique paysage, passer le côté un peu époustouflant du truc, waouh, si on regarde en bas et qu'il y a un grand précipice, ça va être le vertige. On a peur. Donc la première étape qu'il va falloir être en mesure de traverser, c'est traverser sa peur. Et traverser sa peur, ça ne veut pas dire la nier, ça ne veut pas dire la repousser, ça veut dire juste voilà, traverser. Retrouver le calme, le silence, la tranquillité. Souvent, dès le moment où on a passé une peur, qu'est-ce qui se passe? On est dans un état, en fait, où les choses sont claires. On dit, ah bah c'est clair, j'ai plus peur. Donc le deuxième obstacle va devenir ce sentiment que j'ai que les choses sont claires. Parce que quand c'est clair, j'ai plus besoin de me questionner. Je détiens la vérité. Je suis dans un pouvoir de connaissance. Alors qu'en fait, la proposition, c'est juste, là aussi, traverser ce sentiment de clarté, que tout est évident et que on a tout compris. La troisième étape qui se manifeste souvent derrière ce mécanisme-là que j'appellerais la clarté, c'est le sentiment de puissance. Tout à l'heure, tu évoquais un truc est pour moi très important dans la pratique du chamanisme, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller travailler sur sa conscience, mais aussi sur l'énergie de la conscience. Et l'idée, c'est à quel endroit de moi je vais placer ce départ. Hein, quand on dit, voilà, à quel endroit ça commence? Bah, est-ce que ça commence dans la tête? Est-ce que ça commence dans le cœur? Est-ce que ça commence dans le centre de la vitalité? Est-ce que ça commence dans mes racines? Je pense que ce flow, il est continu. Donc, le sentiment de puissance qui peut naître d'avoir traversé sa peur, d'avoir traversé un espace de clarté, de compréhension, de connaissance, d'insight, trouve souvent une impasse dans je suis super balèze. Alors qu'en fait, cette porte-là, pour moi, dans le chamanisme, elle ouvre vers l'humilité. Elle ouvre vers cet espace où, oui, je peux incarner une certaine connaissance, une certaine énergie, une certaine conscience, et avoir un certain impact sur mon environnement, je vais dire comme ça. Mais ça ne peut avoir du sens que si c'est replacé dans le contexte de l'humilité. Quatrième étape, qui peut être un obstacle, pense-t-on, et nous en sommes, toi et moi, une forme de preuve, et je le dis en souriant, mais je le pense vraiment. Le quatrième obstacle, c'est la vieillesse. Oh, bah, c'est pas maintenant que je vais changer, hein. Je suis trop vieux maintenant que j'en sais assez. Ouais, bah, on verra, hein, c'est les enfants qui s'occuperont de tout ça derrière, mais pas moi. Donc ce piège-là, c'est aussi une des propositions
du chemin chamanique, c'est-à-dire d'aller prendre conscience que ni la vieillesse, ni la maladie, ni le ralentissement, je dirais, du corps sont un obstacle à continuer à incarner ce flot. Je terminerai juste avec une petite chose que j'ai évoquée en commençant tout à l'heure, c'est que ma définition du chamanisme, évidemment, elle n'engage que moi, hein, je n'ai pas la prétention de détenir une vérité absolue sur la question. Elle est le fruit d'une certaine expérience et d'un parcours de vie. Et très régulièrement, et je pense que ces échanges qu'on a ensemble sont aussi une occasion de revisiter à la lumière d'autres choses ce que je vis, et j'espère que pour nos auditeurs, auditrices, ce sera le cas aussi, qu'ils pourront s'approprier un peu ces informations-là et mesurer, hein, les utiliser comme un étalon, comme un élément de mesure, en disant, ah ouais, tiens, mais moi aussi je vis ça, et de trouver mon chemin là-dedans, parce que chacun a sa petite lumière et son chemin à créer. Donc, pour en terminer, j'ai pris conscience en discutant avec toi hier, puisqu'on a eu une petite conversation, un petit échange en prévision de ce partage aujourd'hui, euh, que quand j'étais enfant, effectivement, une expérience très importante m'est arrivée, hein, puisque je l'évoquais tout à l'heure, je me suis littéralement noyé. Et ça m'a ouvert quelque chose. C'est comme s'il y avait une sorte de filtre qui me permettait de voir les choses qui s'étaient levées définitivement, avec en arrière-plan, je dirais, le besoin irrépressible de continuer le chemin. Ça a commencé à ce moment-là. Ça continue. Et pendant quelques années, par exemple, pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup de plongées, d'apnée, et j'adorais ces moments conscients, justement, où je pouvais rester sous l'eau, ou simplement à me laisser flotter ou dériver dans un courant et rencontrer un banc de carangue, par exemple, par le plus grand des hasards. Euh, et c'est hier que j'ai pris conscience que probablement il y avait un lien. Alors pour moi, c'est très encourageant de voir que des choses que j'ai vécues quand j'étais enfant, qui se sont prolongées un peu plus tardivement dans ma vie, continuent à nourrir ce qui se passe aujourd'hui pour moi. Et là, j'ai beaucoup de gratitude, de reconnaissance pour la vie à cet endroit. Voilà, j'ai hâte d'entendre ton chemin de yogi, Laurent. Ah, bah, le chemin du yogi, enfin, bah, je vais parler un petit peu, oui, de la voie yogique. La voie yogi, qu'est-ce que c'est pour toi Euh, que d'être un yogi? Ah, je dirais également que effectivement, c'est une vision qui évolue euh, avec l'expérience, avec une certaine maturité. Bon, on peut parler un tout petit peu du côté historique. Bon, le yoga, c'est très ancien, ça vient de la tradition indienne. Ça puise ses racines en fait dans les Védas et qui sont donc ça, c'est vraiment les textes fondateurs de la tradition indienne. Et s'est développé un système qu'on appelle le tantra. Et du tantra est né un petit peu plus tard le yoga. Alors quand on parle yoga, déjà en Occident, bah, première chose qu'on pense, c'est les postures. Bon, alors que oui, c'est important parce que c'est une partie. Alors pour moi, je dirais ma vue, comment j'appréhende, si tu veux, la voie yogique et le yoga aujourd'hui, c'est vraiment un champ d'expérimentation sur 4 niveaux. Donc, tu vois, on va retrouver le chiffre 4 au niveau du corps, déjà. Et c'est pour ça que c'est important, hein. On dit que c'est le temple de l'âme. Eh bien, il faut prendre soin de ce temple et en fait, il y a des connexions très fortes entre ce plan matériel qui est le corps et d'autres niveaux dont je vais parler juste après. Et donc les asanas, les postures, eh bien, voilà, c'est pas d'arriver à tout prix à mettre un pied derrière la tête, enfin voilà, de faire ce genre, j'allais dire d'excentricité, mais bon, pourquoi pas? Mais c'est pas le but en fait n'est pas là. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une posture? On est confronté à une difficulté. C'est-à-dire que là, on sent la limite.
on sent la limite dans le corps. Et là, on peut pas tricher parce que, bon, si je fais une flexion sur ma jambe, et puis à un moment, bah, il y a mes ischio-jambiers, là, les muscles qui sont derrière ma cuisse, bah, ça commence à tirer. Et puis, si je continue, bah, je vais avoir mal. Donc, on va flirter, en fait, au niveau de ce travail corporel, on va flirter avec la douleur, mais c'est là où c'est vraiment très, très intéressant, c'est qu'en fait, on peut progresser par le relâchement et non pas par la volonté. Et ça, c'est une des clés justement dans cette partie du yoga qu'on appelle les postures, les asanas, c'est-à-dire c'est cet apprentissage à pouvoir relâcher dans la difficulté. Parce que si on est capable de le faire avec le corps, bah, peut-être qu'on sera capable aussi de le faire à des niveaux un petit peu plus subtils, avec bah, les émotions, par exemple. Bon, ça, je pense que ce sera certainement un des sujets qu'on abordera dans nos futurs échanges, euh, tant c'est un volet important pour tout le monde, hein, la gestion des émotions, comment faire avec. Mais le premier plan, c'est effectivement ce travail sur euh, euh, cette plongée en fait dans le corps pour déjà comprendre un peu mieux comment il fonctionne. Et ça va permettre aussi de commencer à dénouer des tensions et libérer de l'énergie. Et alors, on va arriver à ce deuxième plan, qui est en fait ce qu'on appelle dans la voie yogique le prana, hein. Et le prana, alors dans la nature, évidemment, hein, c'est c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cette vibration, c'est de l'énergie, mais c'est de l'énergie vibratoire. Et, euh, et là, c'est assurément, tu pourrais, je suis sûr, en parler dans la voie chamanique, c'est-à-dire que c'est ça qui nous relie. En fait, c'est le lien à l'autre, mais le lien, comme on n'est pas séparé de la nature, c'est le lien à la nature. Et ce corps d'énergie pranique hein, qui est en nous, et il est en fait le médiateur. C'est-à-dire c'est lui qui permet de transmettre des informations aussi bien au niveau du corps qu'au niveau des deux plans supérieurs dont je vais parler maintenant. Parce que effectivement, nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas que de l'énergie vitale, mais nous avons aussi des sensations, du mental, des pensées. Et ça, c'est encore un autre niveau vibratoire qui est décrit dans la voie yogique. Et il y a beaucoup de techniques. Alors, je n'ai pas parlé des techniques sur l'énergie vitale, mais c'est essentiellement des techniques liées à la respiration, et qui est une voie majeure, hein. Alors, on parle de pranayama dans la voie yogique. Ça, c'est une voie majeure je dirais, de découverte de son monde intérieur. Et puis, il y a plein de techniques aussi qui vont s'occuper davantage de la sphère mentale pour mettre un petit peu d'ordre dans ce qui se passe là-haut, parce que souvent on a beaucoup de confusion, on peut tourner en boucle, et il y a des techniques extrêmement intéressantes qui vont viser à clarifier en fait ce mental. Et le quatrième niveau dans la voie yogique, c'est l'investigation psychique. Alors, effectivement, ce corps psychique, pour moi, il était déjà, je dirais, palpable dans la petite enfance, hein. C'est pour ça qu'il y avait ces expériences qui se manifestaient. Mais je dirais que ça arrivait d'une façon assez erratique, sans aucune compréhension, c'est-à-dire qu'il manquait en fait ce lien de connaissance dans la verticalité entre ces expériences psychiques et puis aussi une compréhension mentale qui est importante, hein. On a tendance souvent dans la voie yogique un peu à discréditer le mental au profit d'expériences intérieures, mais quelque part c'est une illusion parce que euh, nous fonctionnons comme un tout et il faut que ça soit toutes les parties fonctionnent bien de façon cohérente. Évidemment, si c'est le mental qui prend toute sa place et qui étouffe tout le reste, bah, c'est assez pauvre en fait dans le développement de la personnalité. Ça peut donner peut-être des gens extrêmement brillants et pointus dans un domaine, mais par contre, ce sera assez pauvre dans d'autres domaines et c'est dommage. Donc,
La voie yogique, déjà, elle est multiple parce que nous sommes multiples. Parce que chaque être humain a, son énergie, son parcours et n'a pas forcément besoin des mêmes outils. Alors c'est pour ça que d'ailleurs dans cette voie yogique, il y a un énorme panel de ce qu'on appelle de techniques qui vont permettre de travailler plutôt sur tel ou tel aspect et heu et c'est quelque chose qui fonctionne parce que moi, en tant que thérapeute, j'ai souvent conseillé, des même à des patients, des fois, qui venaient pour, se faire soigner les dents et puis en discutant, on apprend un petit peu à se connaître et je leur indique, en fait, une méthode. Par exemple, des blocages dans la sphère ORL qui sont, majeurs, hein, donc on voit effectivement régulièrement venir, consulter chez nous. Eh bien, je leur conseillais de faire, Jalaneti, qui est une technique des Shatkarmas qui appartient au Hatha Yoga. Alors je ne veux pas prendre trop de termes techniques, mais c'est directement issu du yoga et ça a solutionné, vraiment un grand nombre de problèmes à pas mal de patients qui sont venus me voir et qui étaient suffisamment ouverts, je dirais, pour regarder un petit peu à la marge de ce qui était, proposé plus classiquement, je dirais, dans la profession. Ouais, Voilà. je comprends, parfait. Alors, c'est un là aujourd'hui, bah, c'est un petit peu un premier jet, on met en place un petit peu nos domaines, respectifs. Ce qui serait vraiment, je pense, intéressant pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, de mettre, des commentaires, pour peut-être solliciter des thèmes particuliers, parce que pour moi, ça a vraiment aussi du sens si ça fait écho, en fait. C'est Absolument. et et puis bon, les personnes qui souhaiteraient, peut-être davantage connaître un petit peu ce qu'on propose, ce qu'on fait, hein, puisque toi comme moi, nous animons, certaines activités, eh bien, bah, vous aurez, les liens qui peuvent, enfin les liens internet sur nos différents sites et les activités qu'on propose. Mmh. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez été inspiré par ce premier échange et n'hésitez pas vraiment, hein, c'est important de, peut-être aussi de transmettre, hein, à des amis cette vidéo, heu et puis, on se retrouve prochainement. Mmh. Gérard, tu es OK? Absolument. Oui, oui, c'était un bon moment. Merci d'avoir partagé, ton parcours. Merci de m'avoir donné de l'espace pour, parler aussi de ce qui m'a, animé jusqu'ici et qui continue à me faire vivre avec intensité. Bah, écoute, c'est un Voilà, merci partagé parce que si tu veux, c'est, justement ce qui est important, c'est le partage. voilà. La clé est là. Allez, Allez, à bientôt, à bientôt. à bientôt.